L'activité de Montaigne, cinquième et dernier volet, l'apanage de Montaigne. Chère auditrice, cher auditeur, je vous propose ici la dernière partie de cette facette méconnue de l'activité de Montaigne. Elle s'appuie notamment sur la thèse remarquable de l'universitaire francophile Georges Hoffmann, La carrière de Montaigne, traduite par Pierre Gauthier et parue aux éditions Honoré Champion en 2009. Sur les 10 dernières années de sa vie, Montaigne développe et double son livre et y ajoute un troisième allongeail en 1588. Il est rare dans l'histoire qu'un auteur ait connu la célébrité durant sa vie avec un seul ouvrage enrichi au fil des éditions. Il paraîtrait bizarre aujourd'hui pour un auteur d'enrichir un même ouvrage et de l'éditer tout au long de sa vie. Ce sont des lois mercantiles de l'époque qui invitaient les auteurs à augmenter leurs ouvrages pour le maintien de leurs privilèges. L'ensemble des additions représente près de 45% du volume de l'ouvrage, un surpoids qui vient enrichir très favorablement les premières formes. Certaines de ces additions peuvent être demandées par l'éditeur qui peut influencer son auteur. « J'ajoute mais je ne corrige pas », nous dit-il. Il n'est pas question de réduire le volume du livre, au contraire. Le livre coûte très cher à cette époque. Il est rare qu'un acheteur s'en procure 2 exemplaires. Les tirages restent réduits en nombre, variant d'une centaine à 400 exemplaires pour les meilleures ventes. Le privilège de Milange, obtenu en 1580, était de 8 ans. L'Angelier, à Paris, avait acheté les droits d'édition pour les essais du Seigneur de Montaigne, revus et amplifiés, en plus de 500 passages, avec l'augmentation du 3e livre. Réédité sous forme augmentée était le seul moyen que le livre ne tombât pas dans le domaine public. Ce droit interdit toute réédition partielle ou totale des précédentes. Le privilège permet à l'éditeur d'avoir l'exclusivité des droits sur un livre durant 5 à 10 ans et 2 à 3 ans seulement pour les éditeurs frontaliers soumis à une concurrence plus forte. Cette durée deviendra supérieure à 20 ans au cours du XVIIe siècle. L'édition de 1588 semble donc légèrement être considérée comme une œuvre nouvelle. C'est une pratique courante de la Renaissance qui a été utilisée avant Montaigne par Érasme, Marot, Rabelais, Ronsard et Dubartas notamment. Le statut des droits de reproduction évoluera au fil des siècles et favorisera les auteurs. Le succès de Montaigne depuis sa première publication de 1580 l'incitait à maintenir une relation profonde et immuable avec ses essais. Charon lui emboîtera le pas avec son traité de la sagesse, rebaptisé un peu plus tard de la sagesse. Sans doute devons-nous mieux comprendre aujourd'hui l'unité donnée par Montaigne à son ouvrage quand il nous précise que son livre est toujours un et qu'il en est lui-même la matière. Il a conscience que ce livre, avec ses augmentations successives réalisées de sa main sur les années qui suivent, renforce juridiquement le crédit de son statut d'auteur et solidifie sur le temps sa propre valeur d'auteur. Marie de Gournay confirmera ce privilège, hissant Montaigne au sommet de son œuvre avec l'édition faite à titre posthume en 1595. Avec Rabelais, Ronsard et d'autres, il préfigure ce que deviendra au XVIIIe siècle le copyright, conférant à tout auteur la propriété totale et unique de sa propre œuvre littéraire. L'esthétique de l'ensemble arrive au second plan. Ce travail constant et régulier montre que Montaigne n'avait pas l'intention de réaliser un chef-d'œuvre, pas plus qu'il n'imaginait la postérité littéraire qui lui sera rendue les siècles suivants. Certains chapitres n'ont aucun ajout. D'autres restent mal ficelés, bâtis autour d'un ensemble de citations, comme s'il s'agissait de chapitres préparatoires écrits assez tôt, une forme de prototype destinée à être augmentés à leur tour à un moment venu. Il y a sans doute matière à penser que Montaigne a l'idée de laisser la possibilité au lecteur ou à d'autres auteurs de poursuivre son travail inachevé de réflexion critique. Il le formule d'ailleurs en suggérant que soient produits à partir de ces histoires d'autres essais. Un peu comme la conversation, elle amène à ouvrir des sujets qui entraînent des échanges. Mais il n'imagine certainement pas être à l'origine d'un nouveau genre littéraire auquel s'essayeront par la suite Bacon, Pascal ou Rousseau et tant d'autres écrivains jusqu'à nos jours. À la Renaissance, écrire un livre ne pouvait être une démarche détachée des impératifs techniques complexes, ni le travail fait par un seul individu retiré du monde.
La réalisation de l'ouvrage révèle un effort permanent de l'auteur avec d'autres intervenants. Montaigne écrit régulièrement, mais gère avant tout son domaine dont il est responsable pour sa famille et les gens qui le fait vivre. Il mène parallèlement une vie publique bien remplie. Il a des secrétaires, il achète le papier pour l'éditeur, il corrige les épreuves, rédige des additions, aide l'imprimeur à l'obtention de ses privilèges. C'était la pratique. Mais il n'écrit pas les essais pour une question d'affaires, cela reste la perspective de l'éditeur. À Paris à cette époque, on imprime 3 à 400 000 livres par an et environ 1 million au siècle suivant. Mais qui sont ces auteurs et lecteurs ? Le nombre d'acheteurs, bibliothèques comprises, est élevé alors que le prix du livre est très cher. Dans la majorité des cas, les auteurs ont tous une formation juridique et un bon nombre à exercer dans le domaine de la justice, tout en évoluant dans des charges de l'administration royale ou dans le milieu du pouvoir. En plus des livres scolaires, les étudiants achètent des livres de littérature, de poésie et de droit dont les sujets s'entrecroisent. Dans le sillage des apports de l'humanisme qu'induit la Renaissance, le milieu juridique, avec son approche empirique et relativiste des sujets, va influencer la pensée historique des siècles futurs. Avec d'autres professionnels ou amateurs, ces intellectuels forment une vaste communauté de lecteurs qui nourrissent des liens. Le népotisme, courant au XVIe et XVIIe siècle, c'est-à-dire la tendance à accorder des avantages aux membres de sa famille et à ses relations directes, a contribué de manière locale à la diffusion des œuvres. Il correspondrait aujourd'hui à notre réseautage. Comme d'autres, Montaigne est issu d'une grande famille faite d'alliances croisées. Il est une personnalité en vue de la Guyenne, conseiller au Parlement, puis maire de Bordeaux à 2 reprises. Il participe à de nombreux événements et entretient d'innombrables relations. Les gens de haut rang, de professions publiques ou privées, ainsi que ceux de la noblesse, mènent une vie sociale importante faite de réunions informelles et de dîners où les jeux de l'éloquence étaient un atout majeur et se mêlaient aux conversations d'affaires. Ce comportement social est régulé par des contraintes de convenance touchant à la sensibilité, à l'affectivité et à la culture qui s'ajoutent aux diverses règles politiques, juridiques, morales et religieuses. À cette époque du discours et de la lettre, moyens utilisés en diplomatie, en politique, en droit et en justice, les langues et la littérature en sont le carburant. Elles sont vraisemblablement nécessaires à l'exercice des charges et missions concernées et un véhicule d'ascension sociale. Dans les relations de cour, on peut parler déjà d'une forme de civilité qui évoluera dans le cercle fermé des grandes cours royales et dans le milieu de la noblesse. Écrire apporte indéniablement une facette sociale valorisante pour cette communauté de gentilshommes. Elle est constituée des 5 professions nobles et publiques que sont les armes, les finances, la politique, la magistrature et le clergé. Le livre est une occasion de traiter de sujets divers entre gens du monde, mettre à l'honneur les auteurs et de diffuser les œuvres. On peut citer par exemple Étienne de la Boétie. En plus de son œuvre de jeunesse, il écrit des poésies. Il a une charge au Parlement et côtoie ses amis poètes de la Pléiade, lesquels fréquentent des personnes du haut clergé, du Conseil d'État et des officiers royaux. Montaigne et d'autres utilisent à dessein l'écriture qui pouvait faciliter l'ascension sociale et les rapprocher de la cour royale. Le livre compte plus que les écoles d'aujourd'hui pour réussir sa vie. La vie personnelle est toute mêlée à la vie professionnelle. La bibliothèque privée est aussi un moyen d'affirmer son identité culturelle et sociale. Elle confirme un statut. Elle est un lieu de réception, d'affaires et de convivialité. On comprend alors toute l'importance des poutres peintes avec les sentences d'auteurs illustres et l'emblème de chevalerie de l'ordre de Saint-Michel que fait réaliser Montaigne dans sa tour. Il entretient de très bonnes relations avec les Foix, ses voisins, l'une des 12 familles les plus puissantes de France. Il utilise avec habileté ses relations au Parlement de Paris et endosse quelques missions diplomatiques de négociateur ou d'émissaire pour Henri III et Henri de Navarre ou Catherine de Médicis. Dès son arrivée sur le trône, Henri IV prie certains de ses fidèles, dont Montaigne, de le rejoindre à Paris pour former le Conseil d'État. Faute d'une santé précaire l'affaiblissant, Montaigne écrit au roi pour l'excuser de devoir décliner cette offre. Elle aurait très certainement changé le cours de sa vie et apporté une prospérité inattendue à sa famille. Si l'écriture est née de l'imagination de Montaigne,
Il est possible de penser qu'une œuvre écrite et façonnée sur 20 ans tient à la culture et aux connaissances littéraires de l'auteur, mais également à la vie passionnante d'une forte personnalité. Il aura rencontré beaucoup de monde au Parlement, dans la gestion de son domaine, dans les ateliers d'imprimerie, maisons d'édition, dans ses charges politiques, dont ses 2 mandats de maire de Bordeaux et au cours de ses nombreux voyages. C'est cet art de conférer, d'écouter et discuter avec les siens, ses domestiques, artisans, paysans et l'ensemble des gens ordinaires, nobles ou de haut rang qu'il croise, que se sont construits ces remarquables et universels essais. Fin du 5e et dernier volet consacré à l'activité de Montaigne. Chère auditrice, chers auditeurs, le texte de cette conférence et les nombreuses notes et références qui l'accompagnent sont à votre disposition sur simple demande par courriel. Je vous remercie chaleureusement de votre attention. Je suis également disponible pour des conférences en présentiel, pour un format de 90 à 120 minutes, questions-réponses incluses. L'intervention est gratuite. À bientôt donc, chères auditrices, chers auditeurs, pour une autre conférence. Claude Jansonnel.